Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Interaction consacré au Kurdistan irakien et à tout ce que l'on peut voir depuis lundi sur ce référendum d'indépendance. Autour de la table pour en parler, Olivier Piot, journaliste et auteur du Peuple kurde, clé de voûte du Moyen-Orient. C'est aux éditions des Petits Matins. Vous connaissez bien également la question kurde. Vous avez écrit également Kurdistan, la colère d'un peuple sans droit. C'est une série de reportages que vous avez effectués et publiés ensuite en 2012. Thierry Oberlé, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef adjoint du service étranger du Figaro. Vous étiez au Kurdistan irakien il y a encore quelques jours. Nous avons également en ligne avec nous Delphine Minoui, correspondante du Figaro à Istanbul, et Cyril Louis, notre correspondant à Jérusalem. Bonjour à vous. Le sondage du jour que l'on vous montre en ce moment même sur Twitter en temps réel, rétrospectivement, Massoud Barzani a-t-il eu raison d'organiser un référendum au Kurdistan? Nous en sommes à 116 votes, autant vous dire que le phénomène est mondial, donc n'hésitez pas à voter et nous commenterons les résultats à la fin de cette émission. Mais d'abord, pour vous aider à y voir plus clair sur ce peuple kurde et sur son histoire récente depuis grosso modo la fin de la Première Guerre mondiale, je vous propose d'écouter et de voir cette infographie animée de Laure Carmanac. Le Kurdistan couvre à peu près un demi-million de kilomètres carrés au milieu du Moyen-Orient, à cheval entre la Turquie, la Syrie, l'Iran et l'Irak. Les Kurdes, majoritairement des musulmans sunnites dont la population atteint largement les 30 millions de personnes, sont le plus grand peuple sans État. Alors pourquoi ? En 1920, au lendemain de la Première Guerre mondiale et de la chute de l'Empire ottoman, le traité de Sèvres prévoit la fondation d'un État kurde. 3 ans plus tard, le traité de Lausanne supprime cette disposition. Depuis, les Kurdes se répartissent entre ces 4 pays. En Irak, au fil du temps, malgré de nombreuses répressions de la part de l'armée, ils ont réussi à obtenir, grâce à plusieurs insurrections, une certaine autonomie. En 1992, après la guerre du Golfe, un gouvernement de la province et un parlement sont élus. Après la chute de Saddam Hussein en 2003, l'autonomie de la région est actée dans la Constitution de 2005 et Massoud Barzani est élu président. Le gouvernement de la province se stabilise. D'autre part, les combattants kurdes, les Peshmerga, se sont associés de nombreuses fois à la coalition internationale pour stopper l'avancée de Daesh. Toujours en poste, Massoud Barzani est celui qui a œuvré pour la tenue du référendum sur l'indépendance de cette région riche en pétrole contre les pressions de Bagdad et des pays voisins. En effet, la Turquie, la Syrie et l'Iran voient d'un mauvais œil cette indépendance qui pourrait donner des idées aux autres régions. Même s'il affirme que ce référendum a pour but d'engager un dialogue avec Bagdad, sans définir dès à présent les frontières d'un État indépendant, l'Irak refuse cette démarche et fait valoir le caractère inconstitutionnel d'un tel vote, menaçant ainsi la réalisation du rêve kurde. Voilà pour cet aperçu historique et on va commencer tout de suite avec vous Thierry. On va revenir sur ces dernières 72 heures. Que s'est-il passé? Où en sommes-nous des frontières de l'armée irakienne? Bon, alors tout d'abord, ce qui s'est passé, c'est que ce vote a été un triomphe pour Massoud Barzani, puisque 93% des votants se sont exprimés en faveur du oui au référendum d'indépendance. Mais la réaction de Bagdad a été immédiate, puisqu'il prépare en fait une série de mesures des mesures qui sont à la fois économiques et militaires et qui consistent surtout à encercler le Kurdistan. Et donc demain après-midi, l'aéroport d'Erbil, mais aussi celui de Souleymaniye, donc les 2 aéroports du Kurdistan, vont être fermés et le Kurdistan va être coupé du monde extérieur. Donc voilà, il y a une stratégie de vouloir asphyxier à ce point le Kurdistan, cette région autonome du Kurdistan. Olivier Piot, vous, quel bilan vous tirez de ces 72 premières heures? Vous considérez que c'est un succès quand même de Massoud Barzani? Oui, je crois que Massoud Barzani a surpris tout le monde, Bagdad comme les États des grandes puissances régionales ou internationales, d'abord en maintenant ce référendum. Je crois qu'il y a beaucoup de capitales qui pensaient qu'il allait finalement céder. Il y a des négociations qui sont engagées entre lui et Bagdad depuis plusieurs mois. Visiblement, il n'a pas obtenu ce qu'il souhaitait. Il a décidé de maintenir ce référendum. Et je crois jusqu'ici, il a fait un sans faute, puisqu'il a réussi finalement à inscrire la question d'une indépendance prochaine possible du Kurdistan d'Irak dans l'agenda finalement de la reconstruction du Moyen-Orient. Merci, on va rejoindre tout de suite Delphine, idem pour avoir les dernières infos de ce qu'il s'est passé depuis lundi. On va d'abord écouter l'une des dernières déclarations de Recep Tayyip Erdogan qui se montrait très ferme envers le gouvernement du Kurdistan irakien. Écoutez-le.
ve dost ülkelerin değerli ombudsmanları petrolünü hangi kanallarla nereye akıtacak veya nereye satacak? Vana bizde. Vanayı kapattığımız anda o iş de bitti. Delphine, voilà, est-ce que ces menaces ont été mises à exécution? Pour l'instant, malgré toutes ces menaces qui ont été proférées par le président Erdogan, aucune sanction n'a réellement été mise en place. On a seulement assisté à un renforcement militaire à la frontière. Il faut dire que le président Erdogan se trouve dans une posture délicate. D'un côté, bien évidemment, il craint que sa propre population kurde ne soit inspirée par le mouvement d'indépendance du Kurdistan irakien. Mais de l'autre côté, il ne veut pas se mettre à dos son ami Barzani. C'est un allié stratégique, notamment dans la lutte contre la rébellion kurde du PKK. C'est également un allié économique. Il faut rappeler qu'il y a à peu près 1000 entreprises turques qui investissent en ce moment au Kurdistan irakien. Et puis, bien sûr, cette question de l'oléoduc qui passe par la Turquie et qui achemine à peu près, disons, l'essentiel du pétrole venant du Kurdistan irakien. Oui, justement, peut-être un peu plus de précision sur cet oléoduc. On va vous remontrer la carte qui vous montre comme ça un aperçu de la région. Vous pouvez voir que dans le sud-est de la Turquie, eh bien, c'est là que se trouve ce fameux oléoduc par lequel transite la quasi-totalité du pétrole kurde. Voilà, ça montre bien, Delphine, le pouvoir aussi qu'a Recep Tayyip Erdogan sur le Kurdistan irakien. Oui, c'est comme il le disait dans ses menaces, ce serait presque fermer le robinet du pétrole et l'acheminement. D'un autre côté, la Turquie tire profit aussi de cet oléoduc puisqu'il y a des droits de transit qui sont prélevés régulièrement par les autorités turques. C'est pour ça qu'il y a un arbitrage assez complexe entre les considérations d'ordre politique et les considérations d'ordre économique qui sont majeures. Et alors justement, c'est un internaute qui nous disait cela sur Le Figaro il y a encore quelques jours. Il va être très intéressant de voir la réaction d'Erdogan. Soit il ferme sa frontière au pétrole et empêche la création d'un Kurdistan, soit il continue de s'enrichir avec ce même pétrole. Terrible dilemme. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des informations qui montrent qu'il a choisi entre les deux options? Pas forcément encore. Pas forcément encore. Et puis il faut prendre en compte aussi la donne russe. Vladimir Poutine, le président russe, est actuellement sur place en Turquie, à Ankara, où il rencontre son homologue turc pour parler bien évidemment de la question syrienne. Mais la question du Kurdistan irakien fera partie des entretiens. On parle des Russes qui s'intéressent de plus en plus à cette question pétrolière kurde. Alors, y aura-t-il un deal qui va être placé sur la table pour une coopération relative au pétrole du Kurdistan irakien? Ça fait partie des discussions à l'heure actuelle en Turquie. Merci beaucoup Delphine. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous vous posez sur Facebook, sur la page du Figaro, et nos experts sont là en plateau pour y répondre. Thierry, peut-être un mot un peu plus général sur l'économie du Kurdistan. Ce n'est pas que le pétrole, même si le sous-sol a l'air riche. Est-ce que les caisses du gouvernement autonome sont pleines? Oui, les caisses sont vides et surtout pour l'approvisionnement, le Kurdistan est approvisionné en nourriture parce qu'il n'a pas de véritable agriculture et en denrées alimentaires par la Turquie. Il y a environ 1500 camions qui franchissent chaque jour la porte d'Abour, qui est la route qui mène au Kurdistan. Et cette fermeture serait extrêmement grave parce que le Kurdistan a cette particularité de vouloir l'indépendance, mais de ne pas l'avoir tellement préparée sur le plan économique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas c'est le tout pétrole qui a prédominé. Il y a eu une sorte de bulle qui a fait rêver les dirigeants kurdes qui ont imaginé que Erbil, la capitale, pourrait devenir une sorte de nouveau Dubaï
entre le désert et la montagne. Et on en est encore malheureusement, non, au contraire, il y a eu cette bulle a éclaté et maintenant la population souffre beaucoup. Les gens très riches, évidemment, qui sont plutôt proches du pouvoir, s'en sortent très bien, mais la population, il y a énormément de fonctionnaires et ces fonctionnaires sont payés avec plusieurs mois de retard et souvent ils ne touchent que la moitié de leur salaire. Donc il y a un mécontentement social qui est très important. On a déjà une première question d'Éric qui nous dit « Erdogan veut-il une guerre contre les Kurdes ?» Alors aurait-il intérêt à avoir une guerre contre les Kurdes? Visiblement non, Olivier. Moi je crois qu'il y a beaucoup de postures. Celle d'Erdogan, il y a une posture à Téhéran, il y a une posture aux États-Unis, en Syrie. Et derrière cette posture, chacun s'attendait à ce que le référendum soit différé. Mais derrière la posture, pour chacun, il y a aussi des objectifs et des stratégies. Erdogan, son premier objectif, il n'est pas d'entrer en conflit avec le Kurdistan d'Irak, même s'il devait à terme devenir indépendant. Ce n'est pas son premier objectif. Simplement, là, il y a un effet de contagion possible. Donc, il intervient violemment, donc il est dans une posture de condamnation, mais pour les raisons à la fois que disait votre correspondante, c'est-à-dire les intérêts liés au pétrole, auxquels je rajouterais d'ailleurs que tout l'argent que les Kurdes touchent de la vente de ce pétrole, il y a une partie qui est reversée en commission en Turquie, et tout est déposé sur une banque turque. Et que la société publique Botas turque s'approvisionne en majorité avec ce Kurdistan. Donc je crois que derrière cette posture de condamnation d'Erdogan, qui est logique finalement, il connaît très bien Barzani, et son souci à lui, c'est d'abord la question syrienne, les Kurdes de Syrie, et évidemment les Kurdes de Turquie. Donc je ne serais pas surpris de voir des négociations s'engager entre Ankara et Erbil, et qui sait, peut-être y compris un accord ultérieur. Et vous avez parlé d'un effet de contagion qui était craint en tout cas par les voisins. Et c'est la question que je voulais vous poser, Delphine. Effectivement, c'est un refrain qu'on a entendu ces dernières semaines, que les Turcs, les Iraniens et les Syriens redoutaient cet effet de contagion. Est-ce que c'est une crainte qui est justifiée, par exemple, en Turquie, où il y a la plus grosse communauté kurde au monde ? Oui, il y a plus de 15 millions de Kurdes au sein de la population turque. Bien évidemment, ces derniers jours, ils sont suivis de très très près tout ce qui se passait du côté du Kurdistan irakien. Ils sont inspirés par ce mouvement, je dirais, d'autonomisation. Les Kurdes ici se plaignent toujours d'être considérés comme des citoyens de seconde catégorie. Il faut même rappeler qu'au sein même de la PAKP, le parti au pouvoir, le parti du président Erdogan, eh bien, il y a des députés de ce parti qui ouvertement se sont prononcés en faveur du référendum au sein du Kurdistan irakien. Donc la question fait vraiment débat aujourd'hui dans la société turque. Olivier Pio, une nouvelle question aussi sur ce que disait le secrétariat d'État américain suite à ce référendum, que ça allait aggraver la déstabilisation de la région. Il y a un internaute aussi qui nous pose une question, ou qui plutôt commente, on va dire, ce sujet, en disant « Les Kurdes ont joué la carte tout USA, l'avenir nous dira si les Kurdes irakiens ont eu raison de se jeter dans les bras d'un allié puissant mais lointain au lieu de chercher à s'entendre avec leurs voisins comme ils l'ont fait jusqu'en 2014 ». Qu'est-ce que vous répondez, par exemple, à cet internaute ? Alors, je ne crois pas que les Kurdes d'Irak aient fait la carte des USA. Je crois que, d'ailleurs, les Américains ont, comme les autres grandes capitales, condamné la rapidité avec laquelle ce référendum s'organisait. Non, je crois que, d'une certaine façon, ce qui gêne aujourd'hui les grandes puissances, c'est qu'à Astana, comme à Genève, là je parle juste de la période depuis l'avortement de la révolution en Syrie, c'est-à-dire depuis 2011, toutes les grandes négociations qui ont eu lieu sur cette région, avant Daesh, pendant Daesh, et même les premières discussions post-Daesh, puisqu'on est entré dans cette période, se sont faites entre grands de ce monde, avec en gros les Kurdes à qui on disait « vous viendrez pas ». Bon. Là, ce qu'impose Barzani, c'est finalement d'être un acteur majeur, de devenir un acteur majeur des stratégies et des négociations qui sont en cours. Bon, là-dessus, je pense qu'il a gagné son pari et je crois que les grandes puissances sont en train de revoir leur stratégie et beaucoup de scénarios sont ouverts. Thierry ? Oui, une des questions qu'on se posait, c'est pourquoi Barzani a fait ce référendum maintenant.
C'est sans doute parce qu'il avait une fenêtre de tir qui allait bientôt se fermer, c'est celle de la présence américaine, avec des opérations militaires conjointes, celles qu'on a pu voir pendant la campagne de Mossoul, mais aussi les opérations secrètes entre les Peshmerga et les commandos américains pour traquer les djihadistes. Et Barzani ne pouvait pas attendre que se termine cette guerre contre Daesh, qui serait suivie d'un reflux des forces militaires, qu'elles soient américaines mais aussi françaises. Il voulait profiter de l'instant pour essayer de tirer les dividendes de sa participation immédiatement. Donc il y a encore une présence américaine, mais le secrétariat d'État américain s'est prononcé contre ce référendum et cette indépendance. Donc c'est un pari qui a échoué sur ce point. Oui, et puis les déclarations dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire facteur d'instabilité, je veux dire, l'instabilité dans cette région, elle n'a pas entendu le référendum sur le Kurdistan. Je veux dire, depuis le pays, voilà, les Américains en 2003. Les deux pays, Syrie-Irak, sont dans le chaos. L'Irak depuis 2004, la Syrie depuis 2011. Donc ce n'est pas la question kurde qui vient ajouter à ce chaos. Je crois même qu'en mettant sur la table la composante kurde dans les deux composantes arabes, sunnites, chiites, ça peut être un facteur de stabilité, y compris dans les années à venir. Donc le chaos était préexistant, et ce n'est pas la question de l'indépendance qui le crée. Et on va s'intéresser maintenant à la question israélienne, et c'est Thierry qui va nous offrir cette transition, puisque vous étiez, je le rappelle, au Kurdistan irakien il y a quelques jours, et vous avez tweeté cette photo que l'on va découvrir, où vous avez pu voir un drapeau israélien, voilà, quand vous étiez dans votre reportage. Racontez-nous un petit peu cette photo et cette rencontre, et ensuite on va rejoindre dans une poignée de secondes notre correspondant à Jérusalem. Oui, c'est une photo qui a été prise à la sortie du grand meeting dans le stade d'Erbil, où il y avait des dizaines de milliers de personnes. Il y avait un drapeau par personne, et il s'est trouvé qu'il y a eu 3 ou 4 drapeaux israéliens aussi. Et effectivement, quand on montre un drapeau israélien, ça a beaucoup de succès, mais je crois que c'est assez... c'est pas anecdotique, mais au cours de sa conférence de presse, Barzani a été interrogé sur le fait que ce qu'il pensait sur le fait que le Kurdistan pouvait devenir le nouvel Israël de la région. Il a évacué immédiatement le propos en disant que ceux qui pensaient que le Kurdistan égale Israël sont des nuls. Cyril, justement, expliquez-nous pourquoi Israël est pratiquement le seul pays au monde à soutenir cette indépendance. Oui, alors l'intérêt d'Israël pour les Kurdes d'Irak est une vieille histoire. Elle remonte aux années 60, à une époque où Ben Gourion avait en quelque sorte théorisé la nécessité pour Israël de créer un système d'alliances périphériques pour contrer l'hostilité que l'ensemble des pays arabes vouaient au jeune État hébreu. Et à l'époque, Israël a créé des relations avec l'Iran du Shah tout d'abord, et puis avec la Turquie, avec l'Éthiopie aussi, mais aussi avec les Kurdes du nord de l'Irak. Alors, cette alliance était censée rester secrète, bien évidemment, mais on sait qu'elle a pris notamment une forme militaire. Israël a apporté à la fois des armes et puis des conseils en formation des combattants kurdes irakiens. On sait aussi qu'il y a eu une implication importante du Mossad au Kurdistan, qui en a fait une sorte de base avancée depuis assez longtemps pour recueillir du renseignement à la fois sur l'Irak et puis depuis la révolution islamique de 79 sur l'Iran. Enfin, plus récemment, la coopération économique entre les deux pays a été mise en lumière lorsqu'il a été révélé que, pour donner en quelque sorte un coup de pouce économique aux Kurdes du nord de l'Irak, Israël avait accepté de se fournir en assez grande quantité de pétrole auprès de la province autonome. Toute dernière chose, il faut dire que cette relation secrète a été un petit peu dévoilée récemment lorsqu'Israël a décidé d'apporter un soutien diplomatique ouvert à la revendication d'indépendance du Kurdistan irakien. En 2014, le président Shimon Peres avait plaidé en ce sens auprès de Barack Obama. Et plus récemment, Benjamin Netanyahou a approuvé l'organisation de ce référendum au Kurdistan. Alors, un soutien ouvert, vous en parlez. On va vous montrer dans une seconde que finalement ce soutien devrait être de plus en plus silencieux pour d'autres raisons, mais c'est l'interactivité et ça arrive quand ça arrive. Vincent qui nous demande, est-ce que la Turquie a passé un deal secret avec Barzani? Très rapidement, parce que c'était ce dont on parlait il y a quelques instants, un deal secret entre Barzani et Erdogan, est-ce que c'est une proposition crédible pour vous? Pas à ma connaissance. Pas à connaissance.
Moi, je dirais juste que ça fait 20 ans que Barzani et Ankara, en tout cas, s'entendent très bien sur beaucoup de sujets. Mais sur cette initiative, donc, pas je dirais forcément. le deal, il existe, secret, pour l'instant, il ne l'est pas. On revient à Israël et on vous parlait de ce soutien ouvert. Eh bien, figurez-vous que depuis quelques jours, Netanyahou, regardez sur cet article du Times of Israel qui demande finalement à ses ministres de ne pas trop parler du référendum. Cyril, expliquez-nous ce petit revirement. Finalement, ce soutien n'aiderait pas forcément les Kurdes dans leur démarche. Bon, bien évidemment, recevoir les encouragements, les témoignages d'amitié d'Israël au Proche-Orient, c'est jamais une très bonne chose. L'intérêt d'Israël, encore une fois, pour le Kurdistan irakien, il tient à plusieurs facteurs. Tout d'abord, je pense qu'il y a une sympathie profonde et sincère d'une partie de la société israélienne vis-à-vis du peuple kurde d'Irak. Ça tient en partie au fait qu'il y a 200 000 juifs originaires du Kurdistan irakien qui vivent aujourd'hui en Israël. Ils ont quitté l'Irak dans les années 60 et au début des années 70. Et puis, il y a une espèce de communauté de destin qui est ressentie par un certain nombre d'Israéliens et qui a été d'ailleurs évoquée il y a quelques jours par Yair Lapid, qui a dit en substance « le peuple juif sait ce que ça veut dire que de se battre pour avoir son propre État ». À côté de ça, Israël a évidemment des intérêts tactiques à appuyer la création d'un Kurdistan indépendant, puisque ça lui permet d'embêter, de contrarier et peut-être même de fragiliser ses ennemis dans la région. L'Irak, évidemment, qui ne voit pas d'un bon œil la revendication d'indépendance de sa province autonome. Et puis aussi la Turquie, à qui Israël renvoie en quelque sorte la monnaie de sa pièce. Israël reproche à Erdogan depuis plusieurs années de soutenir activement le mouvement islamiste palestinien Hamas. Dernière chose, il y a un intérêt stratégique d'Israël à favoriser la création d'une entité tampon en quelque sorte au cœur de l'axe qu'elle voit se former avec crainte depuis quelques années, de l'axe continu entre l'Iran et le Liban, en passant par l'Irak et la Syrie. Israël voit d'un très bon œil la création d'un État démocratique, séculaire et bienveillant au cœur de cet axe chiite qui représente à ses yeux la principale menace existentielle contre Israël à l'avenir. Et du coup, le revers de cette médaille, eh bien, c'est que aussi ça offre des arguments de propagande ou d'arguments, en tout cas, du côté iranien. Regardez par exemple, encore une fois, cet article, l'Iran accuse Israël d'avoir comploté pour organiser le référendum kurde. Donc voilà, c'est aussi un élément de langage du coup que l'on retrouve en Iran. Peut-être un bref commentaire là-dessus, Delphine, puisque vous avez été, avant d'être à Istanbul, notre correspondante en Iran et vous avez vécu de nombreuses années dans ce pays. Voilà, vous comprenez du coup cet élément de langage que l'on retrouve du côté iranien? Oui, il y a à peu près 10 millions de Kurdes qui vivent en Iran. On l'a vu ces derniers jours aussi, ça a été très suivi sur les réseaux sociaux. Il y a même des vidéos qui sont circulées venant notamment de la ville de Sanandaj, la ville kurde de Sanandaj, où des foules se sont précipitées dans les rues pour soutenir cet appel à l'indépendance du Kurdistan irakien. Donc un mouvement bien sûr qui inspire les Kurdes d'Iran. Et la réponse typique des autorités iraniennes, c'est de bomber le torse et encore une fois de brandir la menace d'un ennemi extérieur, en l'occurrence Israël, qui serait à l'origine de cette situation. Merci Delphine. On a une question d'internaute assez générale. Est-ce que toutes les guerres au Moyen-Orient ne sont pas des guerres économiques? Eh bien oui, c'est vrai que souvent il y a aussi du pétrole dans cette équation. Olivier Piot, peut-être un commentaire? Il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que ça joue. Oui, je crois que ça a joué au cours des 100 dernières années. Ça a été même fondamental. La fin de l'Empire ottoman, il est essentiellement, les stratégies de démembrement étaient fondées sur le pétrole. Mais aujourd'hui, je crois que ce n'est qu'un élément parmi d'autres. C'est plus l'élément central. Il y a des questions d'homogénéité régionale. L'Iran, on n'a pas parlé de la Syrie. Là aussi, il y a eu des déclarations récemment qui montrent que finalement, tout le monde sait qu'on va reconstruire cette région et chacun a envie d'y poser son drapeau. Thierry, justement, est-ce qu'on parlerait autant des problèmes de l'indépendance du Kurdistan s'il n'y avait pas, par exemple, Kirkouk, cette région qui est contestée, où il y a beaucoup de pétrole, et donc ça rejoint un peu la question d'Éric? Oui, bien sûr, il y a le pétrole qui compte énormément avec Kirkouk, qui est l'enjeu majeur en fait, de la bataille en cours, parce que on parle de la région du Kurdistan, mais le Kurdistan revendique aussi des territoires disputés, avec au centre Kirkouk, qui est un coffre-fort pétrolier extraordinaire. C'est une ville qui est occupée actuellement par les Peshmerga. Bagdad voudrait la reprendre.
C'est dans des enjeux majeurs, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une dimension du côté irakien qui est confessionnelle, parce qu'il y a une bagarre dans ce pays au nom de la religion. C'est un régime confessionnel, il y a des milices chiites qui sont présentes sur le terrain. Elles sont soutenues par Téhéran. Il y a un ancien Premier ministre qui s'appelle Maliki, et le Premier ministre Abadi a des élections l'année prochaine. Il a beaucoup de pression pour ces gens qui sont sur une ligne dure et qui disent qu'il faut régler leurs comptes aux Kurdes, qui eux sont laïcs certes, mais sunnites. Et si on revient justement sur ce reportage que vous avez effectué il y a quelques jours, le sentiment des Kurdes que vous avez rencontrés, est-ce que c'est plutôt un espoir ou est-ce que c'est plutôt une lucidité que l'indépendance est encore longue à obtenir? Moi, j'ai trouvé que leur sentiment était contrasté parce que bien évidemment le nationalisme est très vivace, mais les Kurdes se heurtent à beaucoup de difficultés dans la vie quotidienne. Ils vivent une autonomie qui fait qu'ils ne sont plus autant dans la revendication qu'il y a 20 ans. Et donc j'avais l'impression qu'il y avait un sentiment mitigé, mélangé, surtout dans la région de Souleymaniye, qui est une région plus lointaine. Ce n'est pas exactement la zone d'influence de Barzani, mais que Barzani a réussi à créer l'unité autour de lui, et que sur le plan politique, il sort, de politique intérieure bien sûr je parle, il sort vainqueur de cette semaine. Et Olivier, on a un internaute qui nous demandait est-ce que d'ici 10 ans, le Kurdistan irakien sera enfin autonome, alors qu'un référendum vient d'avoir lieu. Votre avis là-dessus, est-ce que vous pensez qu'un jour, l'indépendance arrivera vraiment? Je crois que ce moment de l'histoire est arrivé, oui. Alors, à quel rythme, comment, sur quelle zone et périmètres territoriaux, je ne sais pas. Et je pense même que la question de l'internaute, d'ailleurs, pourrait être élargie à un territoire qui pourrait être demain pour les Kurdes un État, et au-delà même du seul territoire irakien aujourd'hui. Regardez le ministre des Affaires étrangères syrien qui vient d'ouvrir la porte à un fédéralisme qui reconnaîtrait l'autonomie des Kurdes de Syrie. Donc on n'est pas à une étape de l'indépendance, mais clairement, avec la Russie derrière, il dit aux Kurdes de Syrie, pas question que vous alliez sur le modèle de vos voisins en Irak, il n'y aura pas d'indépendance, mais l'autonomie, oui. C'est la première fois que du côté de Damas, on prend une position comme ça d'ouverture. Et la position prise par Paris très brièvement, Olivier Piot, comment l'Élysée se positionne, et le Quai d'Orsay, par rapport à ce souhait d'indépendance du Kurdistan irakien? Jusqu'ici, on a eu des déclarations qui étaient hostiles à l'organisation tout de suite, inopportun, c'était l'adjectif utilisé par notre ministre des Affaires étrangères. Je crois que Paris aurait tout intérêt à retravailler son dossier, parce que si la France n'utilise pas finalement la perspective de soutien au mouvement démocratique kurde, qui ne sont pas seulement en Irak, alors je pense que son rôle dans cette région du monde est définitivement terminé. On vous donne très rapidement les résultats du sondage que l'on vous soumet depuis ce matin. Rétrospectivement, Massoud Barzani a-t-il eu raison d'organiser un référendum? Je n'ai pas les résultats parce qu'il faut que je vote. Voilà, alors 50% des personnes ont répondu oui, 24% non et 26% ne se prononcent pas, donc c'est plutôt le oui. Brièvement, votre réponse par rapport à cette question, Thierry? Moi, je pense que l'indépendance est encore très lointaine, que Barzani est dans une position quand même assez dangereuse. En même temps, c'est un animal politique qui a survécu à Saddam et qui a survécu à toutes les guerres qui sont déroulées dans la région. Mais là, déjà, il a pris une position qui est beaucoup plus en retrait que voici quelques jours. Et il espère négocier, il va négocier sur des années. On n'a pas fini de parler de cette question, mais je ne suis pas sûr que les Kurdes, une fois de plus, ne sortent pas d'effet de cette histoire. Olivier Piot, c'était le bon timing? Oui, je pense que c'est le bon timing. On va vous montrer les images de Barzani qui est en train de voter. Oui, et puis ce que montre votre sondage, c'est qu'il y a quand même une sympathie presque instinctive par rapport à ce peuple kurde, dont chacun se rend compte que finalement, au-delà des calculs, des clivages, des négociations, 40 millions de personnes dans cette région du monde sans État, c'est presque 10 fois le nombre de Palestiniens. Il est peut-être temps aujourd'hui de les mettre autour de la table et de les écouter. Bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs. Thierry Oberlé, Olivier Piot, nos correspondants
à Jérusalem et eh bien, à Istanbul. Et nous, on se retrouve dans une poignée de secondes pour l'invité du jour. À tout de suite. Bonjour Enrique González. Bonjour. Vous êtes correspondant à Paris pour El Mundo, qui est donc un journal, le deuxième journal espagnol, et qui est un journal assez récent, puisqu'il a été créé en 1989, si ma fiche est bonne. Et vous êtes basé à Madrid. Ça aura peut-être de l'importance avec ce... le journal est basé à Madrid. Voilà. Mais vous êtes à Paris, je viens de le dire. On a parlé pendant déjà de nombreuses minutes du référendum au Kurdistan irakien. Et il y en a un autre qui arrive en Espagne et qui agite toute la presse, je suppose, le référendum en Catalogne. À quel point d'ailleurs la presse en parle de ce référendum? Le référendum est devenu le grand problème, le grand phénomène, le grand espoir, c'est tout. On en parle partout. Et la crispations monte parce que la société catalane est parfaitement divisée, 50-50, et les risques sont assez hauts. Je vais vous montrer une photo, c'était celle de la Diada du 11 septembre dernier, on va pouvoir la découvrir ensemble. Voilà, ça montre aussi qu'il y a un vrai engouement populaire pour cette indépendance, mais alors à quel point vous estimez que la société espagnole est divisée entre catalans et castillans? Bon, de plus en plus. Chaque jour, la division se fait plus grave parce que du côté catalan, au moins du côté des indépendantistes catalans, on a très mal reçu l'arrivée de milliers de policiers provenant de l'Espagne. Et du côté espagnol, il y a un certain ras-le-bol, on a marre de toujours la Catalogne qui demande, la Catalogne qui n'est pas satisfaite. Alors oui, la division... Elle est de plus en plus grande, d'accord. Ouais. Et donc ça va probablement s'empirer encore après ce référendum. Est-ce que d'après vous, il y a une chance que ce référendum ne se fasse pas finalement? Je crois qu'il n'y a pas de chance qu'il se fasse. Pas de chance qu'il se fasse? Non, il y aura de votations isolées, il y aura de protestations, mais la Guardia Civile a intervenu tout. La Catalogne est sous contrôle de la police. Maintenant, on ne peut pas organiser un référendum qu'on puisse appeler référendum dans de telles circonstances. Donc il n'y aura pas le cataclysme tant redouté par les fans de football de voir le Real Madrid, le FC Barça ne plus jouer dans la même ligue. Attendez, non, parce que ça continue. Bon, ça va alors. Dimanche, il ne se passe rien, j'espère que ce soit une journée sans violence, et bon, plutôt acceptable. Lundi, mardi, mercredi, on va continuer avec le même problème. Qu'est-ce qu'on fait? C'est difficile d'apporter une solution quand on parle de nation, patrie, des questions très émotives, pas nécessairement rationnelles. On va observer ça dans les prochains jours au Figaro et je suppose aussi à El Mundo. Vous avez entendu Emmanuel Macron à la Sorbonne il y a quelques jours, c'était mardi maintenant. Et vous avez écrit, on va le voir ensemble, Emmanuel Macron qui veut des États-Unis d'Europe. C'était en tout cas le titre de votre article. Ouais. Et vous avez dit que sa vision européenne était, je vous cite, la plus ambitieuse depuis Helmut Kohl et Jacques Delors. Pourquoi est-ce que vous écrivez cela? C'est vrai, parce que j'ai travaillé à l'époque sur les négociations de Maastricht et sur la table le ministre européen de Finances, le Fonds monétaire européen, tout ça, ce sont des idées très anciennes qui ont été mises de côté et qui sont évidemment nécessaires pour gérer l'euro. Mais l'Europe est toujours dans cette situation dans laquelle les nations ne veulent pas céder toute la souveraineté, mais ils ont cédé la souveraineté monétaire. Alors, écoutez, où on n'est pas... Et vous avez l'impression donc qu'il y a un nouveau souffle, c'est pour ça que vous écrivez cela, que Macron incarne quelque chose, que Emmanuel Macron souhaite en tout cas l'incarner, mais que c'est loin encore d'arriver. C'est clair.
D'accord. Il souhaite d'être le porte-parole de l'européisme en Europe. D'accord. Mais c'est très difficile de faire bouger les choses quand Angela Merkel sort affaiblie des élections, quand le Brexit est en pleine négociation, quand l'Espagne est occupée avec ses propres problèmes. Je ne vois pas que les circonstances favorisent une avancée vers une ultérieure intégration de l'Europe. Je reviens un instant, Enric González, sur la Catalogne. On a une question dans l'internaute pour vous qui vient d'arriver sur la homepage du Figaro.fr. Les indépendantistes catalans sont-ils pro-européens ? Absolument. Absolument. Ils veulent rester dans l'Europe ? Absolument. Et l'une des clés de la campagne pour l'indépendance, la promise que la Catalogne resterait automatiquement dans l'Europe. Il n'y aurait pas de problème, ce qui n'est pas vrai, parce que ça ne marche pas comme ça. Mais oui, c'est un indépendantisme absolument pro-européen. Et je reviens maintenant à votre analyse d'Emmanuel Macron dans votre dernier article. Vous n'êtes pas tendre avec Emmanuel Macron puisque vous dites qu'il n'a aucune leçon à donner d'européisme quelconque, puisque la France a encore un déficit supérieur à 3%, qu'elle ne respecte pas encore forcément les règles européennes qu'elle s'est elle-même fixées. C'est vrai. Bon, les données sont là. Mais tout votre article est vrai, alors. Non, mais écoutez, peut-être l'année prochaine, on va arriver à une situation tolérable dans les limites établies après Maastricht. Mais c'est le cas que l'axe Allemagne-France est complètement déséquilibré maintenant. Oui. C'est l'Allemagne d'un côté énorme, puissante, et la France. Mais ceci dit, l'Allemagne dit cela aussi. Commencez par assainir un petit peu votre économie et ensuite on verra pour la construction européenne. C'est un peu ce que vous dites aussi aujourd'hui. Oui, parce que et on voit que l'Allemagne marche vers une position plus, disons, égoïste dans l'Europe. Les Allemands sont fatigués de payer parce qu'ils épargnent. Le reste n'épargne pas, alors ils prêtent de l'argent toujours. Il y a une certaine fatigue allemande. Alors je trouve que Macron n'est pas forcément dans la meilleure situation pour faire bouger les projets européens. Eh bien, on sera très attentif à tout cela à El Mundo, au Figaro. Et merci beaucoup, Enric González, d'avoir été notre invité à Interaction. Et nous, on se retrouve très vite sur le Figaro la semaine prochaine pour un nouveau numéro.